Cette émission est une présentation de messeries.fr. Mesdames et messieurs, afin de pouvoir continuer cette farandole d'entrevues de doublage, j'ai l'immense honneur d'avoir un autre invité que nous allons rencontrer outre-océan. On va dire ça comme ça. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi, Monsieur Hervé Grulle. Merci Hervé! Mais bienvenue à l'émission. Bonjour et merci. Merci pour l'invitation, surtout. Merci à toi. Là, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et sur YouTube, Twitch exactement, savent à quel point présentement je suis très heureux de te recevoir. On donnera pas la raison exactement tout de suite, mais on va faire un peu un survol de ton parcours avant d'aller au vif du sujet. Hervé, toi, ton côté, c'est mentionné sur ta page Wikipédia que tu as étudié à l'école des enfants du spectacle. Ouais, c'est ça. Pour le public québécois, c'était quoi exactement cette école-là? Alors en fait c'est une école, comment dire, c'est une école qui permet en fait de faire qui permettait à l'époque, parce que c'est vrai que maintenant je suis plus trop au courant de ce qui s'y passe, mais c'était une école à l'époque en fait qui permettait d'exercer une activité à mi-temps. C'était donc pour le spectacle en général, ça pouvait être de la comédie, comme on pouvait être, je sais pas, faire du patinage artistique, Okay. ou d'autres activités, voilà, qui soient artistiques. Qui se rapproche à ça. Donc en fait, le principe, c'était qu'en gros, on choisissait une demi-journée où on allait à l'école et l'autre demi-journée, on pouvait pratiquer un sport-études, une discipline, enfin n'importe quoi. Donc voilà, le principe était comme ça et donc du coup, j'imagine la renommée à l'époque de l'école, en fait, il y avait des gens qui venaient de temps en temps pour, je sais pas, chercher des enfants pour un film ou ce genre de choses. Mmh. Donc voilà, il y avait des personnes, sûrement des directeurs de production ou quoi, qui passaient de temps en temps. Par exemple, si on veut des figurants pour des choses ou quoi, ou des enfants, bah c'était un espèce de passage qui permettait d'avoir ça plus facilement. Mmh. Donc voilà, après j'y suis pas resté très longtemps non plus, j'ai dû y rester, je dirais 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai été en cours par correspondance où là, c'était carrément le level au-dessus, c'était les cours à la maison et donc du coup, on dégageait du temps. Je pouvais dégager du temps en fait. C'était plus ma mère qui gérait ça, mais qui dégageait du temps à ce moment-là pour pouvoir faire un studio de temps en temps sans qu'il y ait le problème de l'école qui se pose, quoi, vu qu'on pouvait toujours la rattraper avant, après, voilà. OK. Et le petit Hervé, comment qu'il se voyait dans le futur? Est-ce qu'il y avait déjà un plan de carrière? Comment qu'il se voyait comme vedette? Non, pas du tout. Alors en plus, j'ai pas Enfin, avec les réseaux sociaux, on le voit un petit peu plus maintenant que ça intéresse beaucoup de gens et qu'effectivement, il y a une notoriété qui se crée. Mais moi, il y a une quinzaine d'années, tout ça, ça n'existait pas. Donc finalement, on se disait pas dans le doublage quand on était enfant qu'on était dans un milieu vraiment spécial. Enfin, en tout cas, moi, je voyais pas les choses comme ça en me disant, je suis dans un milieu spécial qui est regardé par des millions de gens, tout ça. Enfin, moi, j'avais pas du tout, je me rendais pas du tout compte de ça. Mhm. Mais donc du coup, non, il y avait pas de plan de carrière. Ça c'est vraiment ça a vraiment été un coup de chance en fait parce que justement j'ai un ami à l'école du spectacle d'ailleurs qui vit au Canada qui s'appelle Maël Davansoulas. On le salue si jamais il écoute cette dirige, entrevue. voilà. Et qui à l'époque, quand on était enfant, avait proposé à mon frère d'essayer de faire du doublage. Moi, j'étais venu avec lui et en fait, c'était vraiment la première fois que je mettais les pieds sur un plateau. Je savais à peine lire. Enfin, c'était vraiment quelque chose où j'étais très jeune quand ça s'est passé. Donc du coup, j'ai pas eu du tout T'avais quel âge à cette vision époque? d'avenir. Oh, je devais avoir 5-6 ans, quelque chose 5-6 comme ans ça. seulement? Wow! Ouais, OK. j'étais tout jeune, c'était sur le film à l'époque, c'était Hook avec Robin Williams qui faisait Peter Pan et du coup moi j'ai juste fait quelques ambiances en fond d'enfant quand il lui court après, tout ça. Enfin, c'était vraiment les premières choses que je faisais et tout ce que je pouvais faire, parce que je savais même pas lire une rythmo en place. J'apprenais à lire à l'époque tout court, donc déjà c'était un petit peu compliqué. Donc non,
pas de plan de carrière, juste quelque chose qui s'est construit, voilà, au travers de ma jeunesse, de mon adolescence, tout ça. Ben, écoute, je veux en savoir un peu plus parce que je sais au Québec, le métier de doubleur est surtout axé sur les personnes qui font partie d'une organisation qui se nomme l'UDA, qui est l'Union des D'accord? artistes. En France, comment ça se débrouille? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être doubleur? Est-ce que ça demande des prérequis? Non, il y a vraiment pas de prérequis particulier. En fait, techniquement, si on veut, en fait, n'importe qui pourrait, enfin, c'est ça, c'était avant Covid, bien sûr, mais n'importe qui pouvait aller dans une salle d'attente avec un CV. Bon, évidemment, il faut qu'il ait fait quand même une école de théâtre, qu'il ait eu quelques expériences, en tout cas de scène, de jeu, de comédie, voilà, parce que ça, forcément, c'est des choses qui trompent pas le jour où on leur confie un essai pour pouvoir voir de quoi ils sont capables, tout simplement. Donc, techniquement, en fait, n'importe qui pourrait y aller et demander un essai ou quoi. Mais après, c'est sûr que si on n'a pas un minimum si on n'a pas fait un minimum d'école, voilà, à moins d'être vraiment d'avoir des prédispositions incroyables, mais j'y crois moyennement, parce qu'en plus le doublage c'est vraiment une technique de comédie qui est un petit peu particulière. Enfin, euh, comment dire, chaque travail dans la comédie nécessite une technique différente suivant ce qu'on fait, si on est derrière une caméra, derrière un micro ou autre. Donc c'est vrai que le doublage, ce qui est bien en général, c'est de pouvoir faire un minimum d'école de théâtre pour pouvoir déjà apprendre la comédie, je pense, à jouer sur scène. Ensuite, il y a aussi des stages de doublage qui existent en France où on peut justement pratiquer le doublage avec une rythmo, tout ça, et enfin dans des conditions réelles, tout simplement. Et donc à partir de là, on peut déjà commencer à aller passer un essai en étant un petit peu plus serein, j'ai envie de dire. Mhm. Écoute, Mais en fait, il n'y a pas de prérequis, ouais, voilà, hmm, il n'y a pas de diplôme ou de choses comme ça, en fait. OK, parfait. Je crois qu'on est, c'est le temps de lever le voile sur les nombreuses voix que tu as fait, Hervé. Et sérieusement, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire mes recherches. Ah, c'est Premièrement, gentil, merci. ben oui, exactement. Premièrement, tu as fait tu es la voix officielle de Michael Cera dans la version européenne. On rappelle que nous autres de notre côté, malheureusement, c'est pas ta voix qu'on entend, c'est plutôt celle de Nicolas Oui, Savard-L'Herbier qui est aussi un très bon doubleur qu'on salue, qu'on a interviewé d'ailleurs. Donc, d'accord. je peux me vanter que j'ai interviewé les deux Michael Cera français. C'est Eh ben, merveilleux. bonjour. Est-ce que Michael Cera français aurait un message à dire au Michael Cera québécois? Un message, on se connaît pas, mais en tout cas, ce sera un vrai plaisir si jamais je tombais sur une version québécoise pour entendre aussi ce qui se fait à côté, parce que c'est toujours intéressant d'interpréter quelque chose, mais de voir aussi ce que les autres font, surtout que bon on parle la même langue, donc a Exactement. priori c'est quand même sympa de pouvoir voir, comparer, dire je suis le meilleur. Non, je plaisante. On continue au niveau de la bibliothèque des voix. Tu as fait Evans Peters dans American Horror Story, Oh, ouais, Chandler Riggs dans Walking Dead. Je ouais. suis curieux, comment décrirais-tu ton casting de voix, Hervé? Tu veux dire un peu sur le type de rôle sur lequel on Oui, met en fait? exactement. Alors, c'est en fait, je pense qu'il y a en fait, c'est pas vraiment moi qui choisis finalement. C'est plus les personnes, les directeurs artistiques qui vont penser à nous pour un rôle. Donc, je pense qu'il y a une partie d'eux qui doivent aussi, comment dire, se décider par rapport à comment on est dans la vie, comment ils nous voient forcément. Mhm. Ça a été vraiment une première période, je pense, de ma jeunesse, on va dire, même si je suis pas non plus totalement vieux, Mhm. mais où voilà, j'étais plutôt quelqu'un de timide, de réservé, voilà, sans faire trop de bruit. Je faisais quand même mes petits rôles à droite à gauche, voilà. Et je pense que avec le temps et puis en mûrissant tout simplement, il y a d'autres gens que j'ai rencontrés qui m'ont imaginé sur autre chose. Et c'est vrai que ces derniers temps, en fait, au début, on me donnait plus des rôles de gentils, de personnes bienveillantes, voilà, de quelqu'un de sain d'esprit, on va dire. Et par la suite, c'est vrai que plus ça a évolué, justement, American Horror, ça a été vraiment un des premiers. On m'avait déjà donné quelques trucs, voilà,
de rôles, on va dire, un peu plus malsains ou dans des trucs fantastiques ou quoi. Mais American Horror, c'était vraiment un vrai test, déjà parce que la première saison, on savait pas forcément que ça allait changer à chaque saison l'histoire, que le personnage allait interpréter complètement autre chose. Mhm. Donc du coup, je suis arrivé finalement sur un adolescent bon très malsain, ça c'est sûr. Mais en fait, après, il a proposé tellement de choses différentes que, du coup, moi, ça m'a permis aussi de jouer des choses que peu de gens en fait me donnaient à cette époque-là. Et finalement, de fil en aiguille, avec le temps qui passe, les gens m'ont entendu là-dessus et se sont peut-être dit aussi, ah bah tiens, il est peut-être capable aussi de faire ça, de faire un mec qui est un peu plus malsain, pas qui est vraiment malveillant ou quoi. Et donc du coup, ça a évolué un petit peu dans ce sens-là. Mais pareil que la voix, en fait, il y a des gens qui vont nous imaginer, voilà, avec une certaine voix, en faisant certains rôles. Il y a des gens encore qui m'appellent en pensant, même ça arrive de moins en moins, mais que j'ai encore la voix que j'avais quand j'avais 16, 18, 20 ans. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'arrive sur un plateau, que je vois un gamin qui a 15 ans, je le fais bien sûr, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins dans mes cordes par rapport à d'autres personnes qui seraient bien mieux que moi au niveau vocal, tout simplement. Mhm. Donc c'est vrai que l'évolution, en fait, elle dépend surtout après des personnes, voilà, qui nous emploient souvent, qui gravitent autour de nous et puis qui vont nous donner notre chance sur d'autres choses. Après, c'est à nous de faire le boulot pour qu'on y croit. Mhm. American Horror, en général, ça a plutôt bien marché. J'étais plutôt content des retours parce que même moi, le résultat, c'est difficile, même quand on fait un rôle, qu'on travaille dessus, d'avoir suffisamment de recul quand on fait une scène pour se rendre compte comment ça va passer à la télé. Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que j'ai bien interprété le truc? Enfin, c'est des choses que finalement que le public décide en fait, même si nous après on doit aussi faire quelque chose de cohérent. Oui, voilà. Ben, justement, je vais aller dans cette direction-là. Tu parlais tout à l'heure de voix qui a changé au cours des années. Parmi les dessins animés, tu as eu l'honneur de faire la première voix de Arnold dans Et Arnold, ainsi Ouais, que ouais, ouais. Beast Boy Changelin dans les Teen Titans. Ouais, ça Justement, j'adore, Beast Boy. ben oui, parce que de toi, de ton côté, je sais que tu as fait du doublage d'un très jeune âge, la voix n'avait pas encore mué. Est-ce que ça peut Ouais. amener un certain stress lorsque l'on est doubleur et que notre métier, que nos contrats tournent autour d'une voix qui est quand même très bien castée, là? Alors, un stress, je dirais pas ça, parce que je pense après, mais ça, c'est juste mon expérience à moi. Mais finalement, quand ma voix a changé, ça devait être vers 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Donc, on va dire que j'étais à l'entrée de l'adolescence, où l'adolescence bien commencé. Et finalement, on n'a pas, je réalisais pas, moi, en fait, à l'époque, que le doublage, en fait, c'était quelque chose que je faisais pour m'amuser, parce que je Mhm. m'éclatais à le faire, parce qu'en plus, à côté, ça faisait qu'on faisait pas les devoirs à l'école, et je préférais être derrière un micro qu'à l'école. Et donc du coup, non, ça a pas représenté véritablement un stress, parce que je pense qu'à cet âge-là, à moins d'être peut-être très mûr, c'est difficile On de, s'en rend pas de, compte de se nécessairement, projeter, là. ouais, de se rendre Mhm. compte que c'est un vrai travail, en fait, que Ouais. c'est quelque chose qui va nous accompagner pendant des dizaines et des dizaines d'années de notre vie derrière. Mais en fait, je pense que j'ai réalisé ça bien plus tard, quand j'avais, je sais pas, 18, 20 ans, quand j'ai commencé à m'installer tout seul, tout ça, que j'ai commencé à mener un peu la grande vie sans les parents, que là, je me suis dit, oh bah tiens, là, c'est vrai qu'il faut quand même que je fasse attention. Mais à cette époque-là, non, je réalisais pas. Par contre, c'est vrai que c'était un petit peu problématique, mais ça fait partie un petit peu des aléas du milieu quand on fait travailler des enfants pour interpréter des rôles de leur âge. C'est que des fois, il peut se passer énormément de choses. Une fois, j'avais fait un film justement quand j'étais enfant, que j'avais fait avant de partir en vacances d'été. Et donc tout s'était très bien passé. Et donc on me dit, il y a eu une phrase à refaire, voilà, quand je rentre de vacances au mois de septembre, donc 2 mois plus tard. Et j'ai été incapable de refaire cette phrase avec la même voix, Parce parce que que ta ma voix voix avait avait mué tellement entre-temps. changé Wow! en 2 mois de temps. Ouais, voilà. Donc c'est quelqu'un c'est une comédienne à l'époque que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Brigitte Lecordier, Oui, qui fait qui la fait voix qui fait beaucoup de doublage de pour Dragon Ball, je Sangoku. crois. C'est ça. Oui, Et, exactement. et donc, du coup, c'est elle qui avait dépanné à ce moment-là pour faire une voix qui raccordait sur la mienne, parce que moi, ma voix avait mué. Enfin,
si j'essayais d'aller dans l'aigu, ça faisait dessin animé. Et si je prenais ma voix normale, bah, elle était devenue vraiment plus grave qu'à l'époque. Donc la transformation s'était vraiment fait en très peu de temps. Elle s'était un peu amorcée au début pendant quelques mois, mais après elle a changé d'un coup. Et c'est vrai que ça, par contre, ça crée plutôt une interrogation au niveau des gens qui nous emploient parce que du coup, ils nous connaissent depuis toujours quand on est gamin, ils savent quel rôle on peut faire et d'un seul coup, on passe assez violemment dans la catégorie au-dessus de l'adolescent. On peut Mhm. plus faire des enfants de 8 ans, quoi. C'est Oui. terminé. C'est voilà, à partir du moment où on est adolescent, on peut commencer à faire des enfants de 12 ans, mais on peut plus redescendre avant, c'est terminé, quoi. Ah là là. Ben écoute, on continue dans cette direction-là au niveau du dessin animé. Tu as fait aussi Envy de Full Metal Alchemist. Et Ouais. là, on arrive dans le domaine que je connais personnellement. Tu as fait la Ouais. voix de Diddy Kong, de Donkey Kong Country, Ah, la Donkey fameuse Kong. série Oh là là, ça franco-canadienne. date. Oui, c'est vrai, on était, je crois que trois comédiens. Oh, Oui, ça date, ça, hein, c'était oui, ben il y a une il y avait vingtaine d'années, un Franck, il y truc avait comme ça. Emmanuel qui Ouais, faisait les voix de Donkey Kong et de Funky Kong, si je me rappelle bien. ouais, c'est ça, je crois. On était trois, ouais, c'était ça. Il y avait, oui, il y avait Franck, Emmanuel et moi. Et le reste, c'était Et toutes tout le reste était des fait voix au Canada, ouais. Canada, ouais, c'est exactement. Ouais, Moi, c'est là, marrant comme concept, n'empêche. je veux tout savoir par rapport à cette série-là. Comment tu as pu Waouh. dégoter ce contrat-là, ce rôle-là, parce que Didi était quand même, faisait quand même partie d'un jeu qui était à grand succès, parce que dans le temps, quand la C'est vrai, série ouais. est sortie, le jeu vidéo Donkey Kong Country était sorti sur la Super NES. Ouais. Ouais, je me souviens, j'y avais joué aussi. Bah, rien de spécial hein, en fait, parce que c'est juste les personnes qui nous connaissent. À l'époque, je crois que c'était une société qui est devenue Dubbing Brother maintenant, mais c'était une société qui s'appelait l'Européenne de doublage et j'y travaillais pas mal à l'époque. Donc en fait, les personnes qui pensaient à des voix pour leur casting me connaissaient. Donc en fait, ça s'est passé tout simplement. On m'a appelé, je sais même pas si je savais avant pourquoi c'était. Je suis arrivé, j'ai vu que c'était Donkey Kong. Donc forcément, moi en plus justement, j'étais cette génération où je jouais à la Super NES, à Donkey Kong, à Zelda et tout ça. T'avais quel Et âge donc du environ coup, lorsque tu as eu ce casting-là? Diddy Kong, je devais avoir je dirais 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Ma voix avait pas mué, donc je dirais entre 10 et 12 ans, quelque chose Ok, comme ça. Je dirais, donc je ça doit pense être par là. je pense qu'on a environ le même âge, Hervé, ça se peut-tu? Moi, je suis né en 88, je sais pas toi Ah de ton ouais. côté. 84, moi. Ouais, j'ai 4 ans 84, de ok. plus que toi. Ah ben voilà, bon, c'est correct. Ben cool, cool. Ça va, on reste dans la même génération. Ben oui, ben on a connu les mêmes jeux. Mais C'est ok, ça. parfait. Continue ton anecdote, excuse-moi. Et oui, donc voilà, je pense que je savais même pas avant, et donc du coup quand je suis arrivé, bon bah forcément j'ai reconnu le design tout de suite, même si à l'époque en plus les images en 3D étaient pas spécialement terminées, parce que souvent sur les films d'animation comme ça en 3D, on bosse souvent sur des espèces de versions un peu prototypes, donc des fois il y a certains plans qui sont finis, mais il y a beaucoup de trucs, c'est pas de l'animatique non plus, Mhm. mais c'est cette espèce d'animation 3D en fil de fer où c'est un peu dessiné, donc on voyait pas forcément tout. Mais bon, je reconnaissais le truc et voilà, je pense on a dû être 3, 4, 5 enfants à passer dessus et donc du coup, Sur Didi, voilà, il y en on avait m'a deux, je appelé. crois. Il y en avait que deux? Il y Ah, en a je eu sais que deux. plus. Un pour la saison 1 qui était toi-même, et le deuxième, je me rappelle plus du nom, mais il y a eu quelqu'un d'autre qui a pris la relève. À moins que tu me dis qu'il y avait quelqu'un d'autre pour faire les chansons. Ah oui, par contre, ouais, c'était pas moi qui faisais les chansons quand j'étais enfant. Ok, c'est bon. Je me demande si c'était pas, je crois que c'était Donald Renew qui faisait les chansons à l'époque sur Diddy Kong, Ça se si je dis pas de peut. bêtises. Ok. Il me semble bien, hein. Je suis pas sûr, mais quand on en parlait à l'époque, il me semble que c'est lui qui en avait fait quelques-unes, parce que moi je savais pas du tout chanter à l'époque, ça aurait été un massacre si jamais j'avais chanté moi-même les chansons. Mais c'est ça, là, ben justement, là, ben, toi de ton côté, j'imagine que lorsque tu doublais, tu n'avais aucune préécoute de la chanson en question. Fait que c'était vraiment pas ton département. Là. C'était pas quelque chose que tu pouvais revoir Non, pour ensuite. Ok, c'est parfait. Ouais, c'est quelque chose qu'on apprend. Alors par contre, pour les chansons, en général, c'est des séances qui sont vraiment à part du doublage, avec un coach vocal, voilà, où on prévoit vraiment, je sais pas exactement quel est le timing, mais c'est entre 1 heure et 1 heure et demie en général par chanson.
où vraiment la séance est dédiée à ça, s'il y en a plusieurs à enchaîner ou quoi. Donc c'est vraiment des séances qui se font vraiment à côté des séances vraiment de dialogue en fait. Mhm. Puis, je vois aussi que dans la saison 2, t'étais pas revenu. J'imagine que c'était à cause du fait que ta voix avait changé entre-temps, ou est-ce que tu étais tout simplement plus intéressé par la saison 2? Comment ça s'est passé? Alors la saison 2, je t'avoue que je sais pas du tout parce que moi j'ai jamais. Alors c'est une très bonne question. Soit parce que ça je m'en souviens pas du tout. Donc OK. c'est soit ma voix avait changé à ce moment-là et ils ont du coup sélectionné une autre voix. Soit je sais pas, peut-être que parce que est-ce que c'est toujours un comédien français qui a fait Oui, je la confirme, suite c'est. de la saison Ben, 2? pour la saison 2, c'était tous des acteurs français. D'accord. Donc, comme si le Canada avait arrêté d'envoyer des doubleurs pour ce projet-là, et c'était principalement francophone. Mais en même temps, tu sais, on sait que la saison 2 a été un petit peu plus basique. Les modèles 3D ont totalement changé. D'accord. Encore là, je donne une information, mais je ne sais pas si c'est totalement vrai parce qu'il y a nulle part que ça a été confirmé. J'entends juste des oui-dire comme quoi les données 3D de la saison 1 de Donkey Kong Country avaient été perdues par un accident et que dans la saison 2, ils ont dû tout refaire Ah oui, d'accord. Pour par commencer à une zéro, ouais. troisième, une autre compagnie en sous-traitance. Donc, ce D'accord. qui explique le pourquoi que le rendu final de la saison 2 n'est pas du tout la même. Et là, je me questionnais justement, Écoute, ouais. ça a terminé sur une triste note, la saison 2 de Donkey Kong Country, mais quand Bah, même. je t'avoue que je me souviens pas, là, tu m'apprends quelque chose parce que pour moi, alors après, c'est vrai que c'est pas moi qui gérais non plus mon emploi du temps à la base, enfin, quand j'avais cet âge-là, mais j'ai jamais, tu vois, je savais même pas qu'il y avait eu une saison 2. Enfin, pour moi, c'est comme si on me l'avait jamais proposé. Alors peut-être Mhm. qu'après, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, voilà, ou peut-être que ça a changé de société qui prenait en charge le doublage. Je t'avoue que je sais pas du tout ça parce que là, vraiment, tu m'apprends un truc. Je savais même pas qu'il y avait eu une suite. Enfin, il me semble même pas qu'on m'ait appelé pour la faire, quoi. Mhm. C'est assez étrange comme histoire. Mais pour les gens qui s'intéressent, la série est complètement disponible sur YouTube d'ailleurs. Donc, on dit ça, mais d'un Ah, ton c'est pratique, ça. totalement neutre. Totalement neutre. Euh, comment on se sent, Hervé, de savoir, petite dernière question, comment on se sent de savoir que sa voix a traversé l'océan? De savoir que le Canada a pu profiter de ta voix? Ben, de profiter, mais d'un côté Bah, positif, là. moi, je trouve ça génial de toute façon parce que je pense que, enfin, ce que j'essaye de me dire et enfin, ce que j'essaye de me rendre compte souvent, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, que ce soit, je sais pas, le téléfilm de Noël ou The Walking Dead ou une série super connue, Mhm. Ou un jeu c'est vidéo que, comme en fait, Batman Arkham Origin. T'as fait Anarchy? exactement, ouais, Mhm. voilà. Là, il y a aussi un truc où je m'applique pas mal que j'aime bien, c'est le manga Jujutsu no Kaisen, parce que j'aime bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un manga un peu shonen où le mec se relève tout le temps malgré qu'il se fasse taper dessus. Et je trouvais ça sympa. Et en fait, ce que je me dis, c'est surtout que bah, de toute façon, c'est les gens qui aiment aussi et qui regardent qui font que moi aujourd'hui, je peux travailler et que je peux vivre tout simplement. Donc déjà, avant tout, merci à eux. Voilà, c'est quelque chose que j'essaye de pas oublier parce que des fois, on peut enchaîner plusieurs rôles dans la journée ou enchaîner des studios et tout, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, je pense, c'est les gens qui regardent, qui apprécient ou pas, et d'essayer toujours bah, en tout cas, dans ce que, malgré les conditions qu'on puisse avoir, parce que là, en plus, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, on fait tout seul, tout ça, mais c'est d'essayer de vraiment faire le meilleur qu'on puisse faire, quoi, tout simplement. Mais donc, du coup, bah, je trouve ça génial parce que ça veut dire que, voilà, quand tu sais que ton travail y plaît, que tu as des retours là-dessus, parce que quand des fois on est un peu enfermé en studio tout le temps, bah, on se rend pas compte qu'en fait, il peut y avoir énormément de gens. On va pas forcément chercher, je sais pas, les statistiques d'audimat télé pour savoir, tiens, combien de personnes ont écouté ma voix ce soir dans la grosse série ou le gros truc. Mhm. Et quand des fois on nous dit les chiffres, mais on hallucine quand on se dit que bah, il peut y avoir des millions de personnes qui connaissent ma voix ou voilà. Enfin,
je trouve ça génial et à la fois, bon, bah, les retours que j'ai, c'est toujours agréable aussi parce que je trouve que des fois, on n'en a pas assez et ça fait plaisir, même si des fois, ils sont un petit peu négatifs ou quoi. C'est bien, ça remet aussi les choses en question de se dire, bon, bah, si on a une critique constructive ou quoi, de se dire, bon, bah, il a pas aimé, je vais essayer juste de comprendre pourquoi. Après, on peut pas non plus tout lire. Si tout le monde critique quelque chose, de toute façon, de manière générale, c'est que nous, on a loupé quelque chose ou qu'il s'est passé quelque chose lors de l'enregistrement. Mais du coup, enfin, voilà, je trouve ça super, en tout cas, de savoir que au Canada, en tout cas, il y a des gens qui puissent connaître ma voix. Enfin, tu vois, j'y avais jamais réfléchi en fait avant qu'on se parle tous les deux, quoi. Écoute, Hervé, un gros merci du temps que tu as passé avec nous. Je te laisse le mot Moi, de je la t'en fin prie. avec la voix de ton choix. Qu'est-ce que tu me dis comme finale? La voix de mon choix. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oh, un truc à la con. Et merci à toi, Luc. C'est Changelin qui te dit merci. Gaufre, gaufre, gaufre. Merci beaucoup, Hervé, pour ton temps. Je t'en prie.